Bonjour à tous, bon jeudi midi, merci d'être là. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon bon ami, auteur, conférencier, athlète d'endurance, puis aussi une grande source d'inspiration pour moi, Sébastien Sasseville. Sébastien qui compte à son palmarès le Mont Everest, des courses d'endurance dans le désert, la traversée du Canada à la course, la traversée du Canada en vélo. Puis là, s'apprête à faire un autre grand défi, la traversée du Canada, la traversée des États-Unis en vélo, le fameux Race Across America. Tout ça en étant diabétique. Fait que je suis super excité d'avoir Seb avec moi, quelqu'un de franchement inspirant qui va pouvoir vous inspirer, je crois, aujourd'hui dans le contexte où on va se dire c'est pas facile. On vit tous, je pense, des moments difficiles. Avec le contexte qui est de la pandémie. Seb aussi, ses apprentissages sont tellement riches à travers tous ces exploits-là. Si on pense à notre thème, aux leaders d'équipe, si on pense au travail d'équipe, la collaboration, l'objectif commun, s'allier autour d'une mission, tout ça, Seb l'a vécu à travers ses défis, puis c'est vraiment riche de partage. Fait que je suis super content qu'il soit là avec nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, juste vous dire, déposez vos questions dans le chat, là, que vous soyez sur Facebook, sur LinkedIn. Vous avez un espace commentaire. Mettez vos questions là, puis moi, ça va me faire plaisir de récupérer tout ça, puis rajouter à l'entrevue. Fait que sans plus tarder, j'ai le plaisir d'accueillir mon bon ami Sébastien. Sébastien, comment ça va? Ah, ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Je suis content d'être là. Lors du dernier live, j'avais fait un petit clin d'œil à Sébastien pour l'invitation, il a accepté chaudement. Donc, merci d'être là. Sébastien, il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas, mais qui sont peut-être curieux, sont allés voir ton histoire, mais j'aimerais ça qu'on rentre un peu plus dans l'histoire à Sébastien. Avant de faire ces défis-là, le Mont Everest, qui a été ton premier grand défi, j'aimerais ça que tu me parles de ton histoire un petit peu. Quel type d'enfant tu étais? Qu'est-ce qui t'a motivé à aller monter la plus haute montagne? Fait que juste nous partager de où tu viens, dans le fond. Oui, mais je viens d'une famille super humble. J'ai eu des super bons parents. J'ai grandi en campagne, dans un tout petit village. Puis à l'époque, il n'y avait pas de cellulaire et tout ça. Fait qu'on jouait dehors. On grimpait beaucoup dans les arbres. Ça fait partie de l'histoire, je trouve. J'adorais grimper dans les arbres. On faisait ça tout le temps l'été. Puis un jour, il y a quelqu'un qui te parle du Mont Everest, puis ça fait comme wow, j'aimerais ça faire ça un jour. Mais tu sais, t'es tout petit, fait que ça reste. C'est même pas un rêve, puis encore moins un projet, mais c'est juste. Ça commence comme ça, c'est une fascination envers quelque chose. Une autre grosse partie de l'histoire aussi, c'est que j'étais pas bon dans les sports. Puis ça, j'aime le dire. C'est important dans l'histoire parce que, tu sais, 20 ans plus tard, aujourd'hui, tu sais, j'ai fait des trucs intéressants dans les sports. Donc, pas bon dans les sports, mais réussir dans les sports. Fait que, la question, ça devient comment. Mais c'est ça, j'ai été le gars choisi le dernier dans l'équipe là, au primaire puis au secondaire. Ça a été moi longtemps. Puis évidemment, le diagnostic de diabète qui est arrivé à l'âge de 22 ans. Puis ça aussi, ça a énormément teinté mon parcours. Fait que parle-nous un petit peu de ces défis-là, Seb, juste pour... ça a commencé par l'Everest. Cette passion-là pour l'Everest, comment ça s'est manifesté pour toi? Tu sais, début de vingtaine, je voyageais, j'avais des grandes idées, des grandes ambitions. Je voulais partir une business, je voulais voyager loin, je voulais faire toutes sortes de choses. J'avais travaillé sur une expédition qui n'avait pas nécessairement fonctionné. Je voulais traverser le Groenland à ski de fond, mais début de vingtaine, aucune structure, discipline, puis tout ça. Tu sais, ça me manquait. J'avais les idées de grandeur, mais pas la discipline puis la structure, puis pas
non plus les habiletés qu'il fallait pour mener à terme un projet, tu sais, un long projet comme ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est que, bon, là, le diagnostic arrive, ça change ma vie, diabète de type 1. Et un des grands cadeaux, c'est que ça a donné j'ai pas eu le choix. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est qu'on dit, c'est pour le reste de tes jours. Donc, c'est ça qui force à changer des choses. Ironiquement, c'est cette maladie-là qui a apporté énormément de discipline, de structure, d'amour de soi. Il faut que tu prennes soin de toi si tu veux que ça fonctionne bien. Donc, déjà, des pions qui se plaçaient sans que je m'en rende compte à l'époque. Et deuxième raison pourquoi j'ai beaucoup de gratitude, c'est venu donner un sens à ces grandes idées-là. Je le dis humblement, tu sais, un jeune homme de début de vingtaine, peu de maturité, il y avait quelque chose il y avait une petite gloire très attrayante autour du Mont Everest. C'est clairement pas la bonne raison pour faire ces trucs-là. Et donc, le diagnostic, ça vient donner un sens, une cause. Ça devient plus grand que toi. Ça devient quelque chose qui, tu réalises, qui va avoir un impact, qui va aider les autres, tu sais, qui va montrer concrètement, avec une action, que en vivant avec cette maladie-là, tu peux faire tout ce que tu veux. J'ai commencé à y parler de ça dans ma carrière de conférencier, ça a commencé assis à terre dans un camp de jour à parler à 12 kids diabétiques, là. Puis ça m'a nourri beaucoup, hein? Puis, tu sais, je fais mon dream job aujourd'hui, mais j'ai quand même des journées difficiles des fois, comme tout le monde, puis je reconnecte avec ces premières conférences-là quand ça devient tough. Ça me retourne à l'essence de ce que je fais. Fait que tout ça commence comme ça, puis ensuite de ça, carrière professionnelle qui commence, contact avec des grandes entreprises, on se met à parler de commandites, puis de projets, puis comment on pourrait se servir de ça, parce qu'une grosse partie de ces projets-là, il faut que tu les finances, hein? Fait que j'ai appris beaucoup là-dessus. Tu te développes comme athlète, comme alpiniste, les montagnes grossissent tranquillement, puis 8 ans plus tard, là, j'avais 28 ans quand j'ai fait l'ascension du Mont Everest. Oui, donc on a le Mont Everest, puis ensuite, combien d'années plus tard, les courses dans le désert? 2012, 4 ans plus tard. Fait que 4 ans plus tard. Puis ensuite, là, il y a une autre mouche qui te pique. Tu dis, je vais traverser le Canada à la course. Oui. Fait que je sais que ça a été un gros projet pour toi. Tu es allé chercher des gros commanditaires pour ça. Parle-nous un peu de la traversée à la course puis de la motivation de faire ça. Puis peut-être aussi le lien avec l'enfant qui t'a tant motivé à continuer. Puis, ouais. Ben, ce projet-là, traversé à la course, il est 100% basé dans la cause, dans ce que je voulais faire. C'est pas ce que je faisais qui comptait, c'est à quoi ça servait. Quand je me suis mis à imaginer le projet, à penser à la logistique, tu te rends compte, tu vas être dans une ville différente, des médias différents, des hôpitaux différents, des associations pour le diabète différentes. Tu es capable de faire du bruit puis d'avoir un impact pendant un an, lentement mais sûrement, en avançant tranquillement. Puis c'était ça le gros appeal puis la grosse motivation. Au-delà de tout ça, il faut que tu tripes sur la course. Ça, c'était ma partie à moi. Je le faisais par plaisir. Tu sais, c'était pas un fardeau, là. J'ai adoré courir à tous les jours, même s'il y avait des journées qui étaient vraiment difficiles. Puis au début, c'est sûr que c'est un gros projet, tu sais, un projet d'un demi-million, là, si tu calcules tout. Fait que tout le monde te dit non au début. Ça fait partie de ces gros projets-là. Puis je pense que le jeune homme qui m'a inspiré, auquel tu faisais allusion, là, c'était un kid, puis bon, 5-6 ans, puis c'était difficile. Puis c'est sa mère qui a communiqué avec moi, puis quand il avait vu des vidéos que je faisais, le petit kid, il avait dit il faut que je rencontre ce gars-là, j'aimerais ça, puis il me semble que ça m'aiderait. Fait qu'on s'était rencontrés, puis ça avait eu un gros impact. Fait que là, je me suis vraiment dit, OK, ça s'appelait Thomas, des petits Thomas, il y en a partout, il faut tous les trouver pour qu'ils changent leur perception par rapport à la maladie. Fait que ça a été les grosses motivations. C'est ça que je trouve beau de ton histoire, c'est le pourquoi tu l'as fait, Seb. Tout ce que tu accomplis, il y a une mission, il y a une cause, il y a un but qui est de servir la communauté des gens qui sont atteints par la maladie comme toi. Fait que ça, c'est super noble comme cause. Si tu avais, Seb, à définir
un point commun entre ces défis-là, l'Everest, les courses dans le désert que tu as faites, la traversée du Canada à la course en vélo, ça serait quoi peut-être un point commun que tu mettrais pour tous ces défis-là? Ben ça, c'est facile, c'est des réussites d'équipe. C'est sûr, je suis tout le temps une partie visible du projet. On dit à la blague, moi, je suis l'hameçon pour les médias, mais c'est des projets d'équipe, là. Quand j'ai traversé le Canada à la course, sans Patrick qui conduit Laval en arrière, je suis rien, sans les commanditaires. La traversée du Canada à vélo l'année passée, puis ce qu'on s'apprête à faire cette année, c'est une grosse équipe qui rend ça possible, là. Donc, tout le monde a des rôles précis. Moi, mon rôle, c'est de pédaler ou de courir, mais sans les autres membres de l'équipe, il ne se passe rien. Fait que c'est ça, c'est bâtir une équipe, c'est de se rassembler autour d'une mission, c'est d'avoir un but commun, comprendre que ce qu'on fait, ça a un impact. Puis ensuite de ça, bon, là, il y a toute la mécanique des collaborations efficaces, là, les rôles clairement définis et tout ça. Bon, puis c'est super important. Mais c'est ça le point commun là, de tous ces projets-là, c'est des succès d'équipe. Parle-nous donc de ton équipe au Mont Everest, parce qu'elle était particulière, cette équipe-là. Puis dis-nous pourquoi ça a été si important d'avoir cette équipe-là pour atteindre le sommet. Oui. Bien, tu sais, l'équipe, on était 5. Avec moi, avec le diabète de type 1, on avait un amputé, on avait quelqu'un qui avait 71 ans, quelqu'un avec la maladie de Crohn. Donc, tu sais, c'était pas l'équipe parfaite sur papier. Mais honnêtement, ces conditions-là ont fait que ça a fait une équipe forte. Tu sais, imagine cette équipe-là à l'entraînement, comment il faut qu'on se parle, on échange les meilleures pratiques. Il faut qu'il y ait carrément, tu sais, on parle de, c'est rare qu'on parle d'amour là, dans nos interventions dans les entreprises, là, mais ça en prend. Là. Tu sais, faut qu'il y ait un amour sincère envers les membres de l'équipe. Il faut que tu sois là pour les autres. Tu sais, au-delà du sommet, il faut que ça prend une bienveillance, tu sais, envers tous et chacun. Bienveillance envers la mission, bienveillance envers l'équipe, bienveillance envers soi-même. Si je ne vais pas bien, puis je ne le dis pas, et c'est super dangereux là, sur le Mont Everest, puis sur n'importe quelle grosse montagne. Si je ne le dis pas, c'est souvent par ego, tu sais, puis tout ça, ou par obsession vers le sommet. Fait toutes ces dynamiques-là, c'est vraiment important. Puis, bon, je reviens à notre équipe particulière. Il fallait en parler de ces choses-là parce qu'on était dans des conditions où tout le monde avait souvent besoin d'aide. Ça, c'était pas une faiblesse, ça s'est vraiment transformé en force collective parce que ça a forcé de la communication. Puis, tu sais, la métaphore que j'aime beaucoup, tu sais, on est attachés les uns aux autres avec de la corde, tu sais, physiquement, là, carrément. Fait que c'est une belle métaphore pour nos organisations parce que tu sais, mon succès dépend de ton succès. Si je ne fais pas tout ce qu'il faut pour que les autres y réussissent, ben, je vais nulle part. Je suis attaché à ces gars-là. Fait que ça, c'est vraiment des belles leçons. Si tu me permets, Seb, je trouve que ça fait un super beau lien aussi avec nous, la philosophie Ubuntu qu'on enseigne, le « je suis parce que nous sommes ». C'est le lien d'interdépendance entre les membres d'une même équipe. Donc, je suis la personne que je suis parce que Seb est la personne qu'il est. Il me transfère son expérience, son bagage. Puis c'est ça qui fait qu'on est plus fort ensemble. Ouais. Puis j'aimerais ça qu'on arrive au vif du sujet, Seb. Le RAM. Le RAM, cette idée de s'inscrire à la course de vélo la plus difficile sur la planète, ça t'est venu comment? Ben, c'est venu, c'est un coup de tête, j'étais en sevrage, là, carrément. C'est 2 jours après être revenu de la traversée du Canada à vélo. Puis là, il faut le dire, j'ai pas fait ça en 3 mois. J'essayais de battre le record de vitesse. Fait que j'ai fait Vancouver-Halifax en 15 jours et 17 heures. J'ai roulé 20-22 heures par jour, 16 jours d'affilée, au fond. Fait que je suis revenu, j'étais, bon, épuisé, puis j'étais pas capable d'arrêter de bouger, même si j'étais épuisé. Puis je tombe en amour avec le cyclisme d'endurance. Fait que je connaissais le RAM, puis je savais que c'était sur invitation seulement ou sur qualification seulement. Je leur ai écrit, puis j'ai dit, ben, je viens de faire ça, est-ce que ça peut compter, tu sais, pour une course de qualification? Puis ils ont dit oui, puis la récupération de la Ride Across Canada en 16 jours, ça a pris des mois, mais 2 jours après être revenu à la maison, j'étais inscrit au RAM.
Fait que pour vous mettre en contexte, Sébastien a roulé là, pendant 20 heures, environ des 20 heures par jour. Traverser le Canada, ça prend 15 jours. Puis, tu sais, on était en contact par message texte, puis Sébastien revient à la maison en roulotte. Je pense qu'il était revenu le lendemain, puis je pense que le lendemain, il me texte, il me dit finalement, j'ai décidé de m'inscrire au RAM. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé. Puis ensuite, tu as commencé à former ton équipe. Ça, c'est un peu le point que je voulais qu'on parle aujourd'hui ensemble. La formation d'équipe du RAM, puis la complexité du défi du RAM, c'est un défi solo encore, mais pas tant solo que ça. Hein? On est une équipe de 11 si on t'inclut, dont je fais partie de l'équipe. Comment tu dis souvent qu'on est un dream team, là, l'équipe du RAM que tu as formé. Comment tu es allé chercher un peu les individus qui font partie de l'équipe? Tu t'es dit, ça ferait. Oui, puis il y a plein de choses à dire ici parce que, tu sais, je ne sais pas si tu veux qu'on parle de ça tout de suite, mais comme il y a un gars qui pédale, pourquoi ça prend 10 personnes pour le supporter? Tu sais, c'est une course. Tu sais, c'est pas une course par étape. Donc, c'est 4800 km, c'est de la Californie au Maryland. Puis, ce qui rend ça intéressant, quand le compteur part, il n'arrête pas. Fait que c'est le premier rendu au bout, il n'y a pas d'étape. Si tu dors trop, tu es en arrière. Donc, c'est ça qui fait qu'on roule 20, 22 heures par jour ou plus. Ce qui crée une complexité vraiment intéressante et fascinante parce que ça prend une équipe de support derrière toi tout le temps. Là, on pense aux communications. Il ne faut pas que le GPS manque de batterie. Tu as 10 personnes qu'il faut qu'ils mangent. Et tu as une vanne qui te suit à 50 mètres en arrière de toi. Fait que tu veux que le conducteur soit en forme. Donc, ça prend différents shifts. Ça prend 2-3 personnes par auto, des shifts de 8 heures. Donc, il y a 3 shifts en rotation pendant 24 heures sur 24 pendant 10 jours. Ces gens-là doivent dormir à quelque part, doivent manger. Il y a tout le temps des réparations sur le vélo, l'épicerie, ces choses-là, prendre soin de la roulotte. Donc, c'est super, super complexe. Fait que ça prenait une équipe. Donc, ça prenait beaucoup de gens. Puis, tu sais, merci de faire partie de l'équipe. Je pense qu'une des premières choses que j'ai fait la liste des rôles, puis des habiletés, puis des skills que ça prenait. Ensuite de ça, parce qu'on voulait que les gens ils soient dans leur force. Donc, peu importe c'est quoi le rôle particulier, on voulait que cette personne-là soit dans sa force. Puis ensuite de ça, j'ai vraiment cherché plus des personnalités que d'autres choses. J'ai cherché des gens, ça prenait le whatever it takes mindset, donc ça prend des aigles, puis ça prend des abeilles pour qu'un groupe fonctionne. Tu sais, les aigles, au niveau, puis tout ça. Puis les abeilles, c'est tes petits soldats. Ça prenait beaucoup d'abeilles pour un projet comme ça. Au-delà de ça, ça prenait des gens qui sont faciles à vivre, qui pas d'ego, qui veulent contribuer, servir la mission en premier plutôt que leurs intérêts. Fait que quand je pensais à des gens, tu sais, dans mon cercle d'amis, dans mon cercle de connaissances, il y avait plein de gens super compétents qui me venaient à l'esprit, mais je n'étais pas sûr que ce serait le bon fit dans l'équipe, tu sais, pour quelque chose comme ça. Fait que ça, je peux aller nécessairement vers ça. Fait que la personnalité, c'était vraiment, vraiment, vraiment important. Oui, puis je trouve que ton lien aigle et abeille est super bon. On a fait des tests de personnalité parce que quand j'ai joint l'équipe, on est en train de se faire former sur un nouvel outil chez Ubu. Ça s'appelle les Six Working Genius, donc les 6 génies du travail. Puis, ce qui est super intéressant de constater, tu sais, quand tu dis qu'on est des abeilles, des gens au service de la mission, c'est vraiment ça que nos tests révèlent. Notre zone de génie, c'est beaucoup la ténacité. La ténacité, c'est quoi? C'est de finir les projets, d'amener les projets à terme. Puis le fameux côté abeille, une abeille, c'est super tenace, ça ne lâchera jamais. Donc, je trouve ça intéressant que oui, c'est en effet une de nos forces. Tu as bien ciblé ça pour le besoin de ce que tu as besoin. Puis, je dis qu'on a un dream team, là. Les compétences qu'on a, ça, je trouve ça vraiment intéressant. On a des gens, c'est comme toi, des experts de performance, médias sociaux, on a des ingénieurs, on a des designers, c'est tous des professionnels brillants.
des gens en santé sécurité. Le pool de connaissances, il est des gens en informatique, donc on a des mécaniciens, on a un pool de connaissances vraiment vaste. Donc ça, c'est super important. Puis ça, c'est vraiment, le prochain point, c'est vraiment kudos to you, parce que, en fait, ce que Gab il fait en ce moment, il fait des rencontres individuelles avec tous les membres de l'équipe pour comprendre c'est quoi leur motivation, c'est pourquoi ils ont dit oui, pourquoi ils donnent 2 semaines de leur vie, puis un meeting par semaine pendant 4 mois, pour... Puis c'est vraiment, ça varie vraiment les motivations des gens, puis ce qu'ils veulent aller chercher. Puis tu sais, Gabriel puis moi, on est les leaders de ce projet-là, puis je trouve ça a vraiment un impact sur comment on communique avec les gens, les rôles, les responsabilités qu'on donne à tout le monde, les sous-équipes qu'on forme. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire là, que tu as fait. Oui, puis tu sais, on parle d'équipes performantes, là, puis j'imagine qu'il y a des leaders d'équipe qui nous écoutent. On en parle souvent, Daniel et moi, les points de contact fréquents sont super importants. À la base, au départ, on s'était dit, on va faire des rencontres d'équipe aux 2 ou 3 semaines, mais on a vite réalisé que pour augmenter l'engagement de l'équipe, puis c'est vraiment ça qu'on voit. Hier soir, on a eu une rencontre, puis Sébastien n'était pas là. Ça vous donne une idée à quel point Sébastien est juste une partie de l'équipe. Comme il a son rôle, Seb, c'est de pédaler, puis on est tous égaux là-dedans, puis on contribue tous. Mais ce que j'allais dire par rapport à... J'ai perdu mon idée. Qu'est-ce que je disais, Seb, avant? Les rôles, l'engagement, les contacts, les points de contact Oui, fréquents. c'est ça, les fameux points de contact fréquents, c'est la chose la plus importante pour l'engagement de l'équipe. Puis Seb, avec la rigueur que tu communiques avec nous aussi, ça nous engage d'avoir ces points de contact fréquents-là. Oui. C'est super intéressant ça parce que, au début, moi, les gens, ils donnent tellement. C'est leur personal time. Là. Fait que je voulais pas, comme trop en demander. Je suis regarde un meeting par semaine. Ils me donnent déjà 2 semaines de leur été, puis moi, tout le kit. Puis on se rend compte, les gens, ils ne désengagent pas parce qu'on leur en demande trop. En fait, c'est l'inverse. Quand tu fais quelque chose, quand tu fais partie de quelque chose qui a de l'importance, puis quand tu as l'impression que tu contribues, puis tu travailles sur quelque chose qui sert à quelque chose. Puis nos points de contact fréquents, ils nous aident à toujours, c'est short, mais complètement pertinent. Fait qu'ils nous aident à gagner cette impression-là que je fais vraiment avancer le projet en ce moment avec cette action spécifique-là. Plutôt que d'être un peu perdu, d'avoir une liste de tâches qu'il faut que tu fasses dans le prochain mois. Fait que ces contacts fréquents-là, ils créent vraiment beaucoup d'engagement. Oui, tu le dis bien, les gens sont en quête de sens. Ils veulent contribuer à quelque chose. Ils veulent mettre leur force au profit de l'objectif commun. Puis, ils veulent être reconnus surtout pour ce qu'ils font. Puis, je pense que la reconnaissance, c'est quelque chose courant déjà dans notre équipe, dans la culture qu'on est en train de mettre en place. Puis d'ailleurs, on va faire ce printemps, on va faire une journée d'équipe, un genre de team building pour définir c'est quoi les éléments de notre culture d'équipe, définir les mots-clés qui nous caractérisent, puis surtout comment ça se traduit en comportement, ces éléments de cette culture-là. C'est super intéressant ce qui s'en vient. J'aime vraiment ça, ce que tu dis. C'est quoi les mots qui définissent la culture, puis comment ça se manifeste. C'est quoi les comportements associés à ça? Donc, décliner ça, c'est un exercice qu'on fait avec beaucoup d'entreprises quand on définit la culture, Seb. Je veux juste, il y a des gens qui nous écoutent. Mettez-nous dans les commentaires qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous amène de la valeur? Est-ce que vous avez des questions pour Seb? Ça va me faire plaisir si vous avez des questions par rapport aux défis qu'on s'apprête à faire d'y répondre directement ou si Seb peut y répondre aussi. Seb, tu as parlé un peu des principaux, des défis logistiques. Si on rentre un peu plus dans, je vais dire, la mécanique du RAM puis les défis logistiques d'équipe, peut-être nous faire un peu comment tu vois
comment tu vois une journée type dans la traversée? Tu sais, je sais que ce n'est pas tout défini, mais tu roules à quel moment en termes de stratégie? Tu dors combien de temps? Qu'est-ce que tu manges? Quelle fréquence tes arrêts? Puis pendant ce temps-là, l'équipe a fait quoi? Oui. Ben moi, j'ai la job la plus simple. Moi, je pédale, puis j'attends qu'on me donne à manger. Il y a quelque chose qui s'est beaucoup produit dans les dernières années au RAM, avec toutes les lectures que je fais là-dessus. C'est devenu un petit concours de testostérone, puis d'ego, puis de c'est qui dort le moins, c'est qui est le plus tough. Et ça fonctionne 4-5 jours et après, les gens s'effondrent. Donc, il y a une grosse partie de la stratégie qui va demander de l'humilité puis qui va demander d'être un peu en arrière pendant pas pendant 2 jours, là, pendant 4, 5, 6 jours. Le temps que les gens qui font des grosses erreurs de logistique puis de sommeil craquent. Donc, ça, il faut falloir être conscient de ça. Puis toujours se souvenir, s'il y a des gens qui sont en avant de toi, c'est soit qu'ils sont meilleurs, puis ça, tu l'acceptes, tu ne les rattraperas jamais, ou ils ont une mauvaise stratégie, ils vont craquer, puis tu vas les dépasser. L'important, c'est pas qui mène après 4 jours, l'important, c'est qui traverse le fil d'arrivée en premier. Donc, cela étant dit, ce qui semble fonctionner, puis il y a beaucoup de science là-dessus, c'est 20 heures de vélo par jour et 4 heures de sommeil. Donc, évidemment, il y a des minutes, tu sais, pour débarquer du vélo, manger un petit peu, puis tout ça. Donc, nos points chauds dans la journée, c'est vraiment quand je débarque du vélo puis quand je rembarque sur le vélo. Comment on fait pour que ça se passe le plus vite possible? C'est là que l'équipe a un super gros rôle à jouer. Que la bouffe soit prête à l'arrivée, que la maintenance se fait quand je dors, etc., etc., que le lit soit prêt, les vêtements sont prêts le lendemain, quand je me réveille, je m'habille, le vélo il est déjà préparé, la bouffe est déjà dessus, le GPS est parti, je me réveille, je m'habille, je pars. Ça se fait en 10 minutes, ça. Donc, le sommeil, je prévois qu'il se fait de jour. De jour ou de nuit, il y a différentes approches. C'est pas coulé dans le béton. Instinctivement, je voulais plus dormir entre minuit et 4. Ce qu'on voit avec la science, c'est que le meilleur moment pour dormir dans le contexte du RAM, c'est en après-midi quand il fait le plus chaud pour une augmentation de performance. Donc, dormir de 1 à 4. Et ce que la science nous dit, c'est que l'important, c'est que ça soit toujours constant. Donc, tu ne peux jamais sauter une journée, même si tu te sens bien. Il faut que tu dormes. Ça va payer après 5-6 jours. Et ensuite de ça, il faut que tu dormes toujours au même moment de la journée. Pour la suite, pour la logistique, tu as 3 équipes. Tu as une équipe derrière moi à tout moment. Tu as une équipe qui est en repos parce qu'on veut que l'équipe de support soit reposée, prenne des bonnes décisions, qu'il n'y ait pas d'accident. Et puis, ça prend du temps aussi là, pour les commissions, aller acheter de la bouffe, réparer des trucs et puis tout ça. Donc, nos abeilles vont travailler même quand ils ne seront pas en arrière de moi. Oui, puis c'est ça. On est encore à déterminer si on fait comment on va planifier la stratégie d'équipe, si on fait 2 équipes, si on fait 3 équipes. Oui. C'est-tu des chiffres de 8 heures, des chiffres de 12 heures? Il va falloir le tester, puis il va falloir être capable de l'adapter aussi dans la réalité parce qu'on va apprendre. Il y a des choses que tu peux apprendre juste en le faisant. Moi, Seb, en sachant que j'étais impliqué dans ce défi-là, j'étais allé voir beaucoup de documentaires des athlètes qui avaient fait ça, le RAM. Puis une chose que j'ai réalisée, c'est à quel point un défi comme ça, c'est difficile sur le coup. Hein? Souvent, les athlètes, après 6 jours sur un vélo à 18, 19, 20, 21 heures par jour, les gens sont plus capables, littéralement, les gens sont comme ça, sont plus capables les muscles de cou fonctionnent plus, sont plus capables de redresser leur tête. Nous, on a un avantage avec toi. Tu as fait la traversée du Canada, puis tu ne l'as pas tant senti, puis aussi tu te prépares. Hein? Puis Oui. j'aimerais ça que tu nous parles de qu'est-ce que tu as fait pour te préparer dans le désert pour tes ampoules. Puis la même chose, qu'est-ce que tu fais pour te préparer pour ton coup, la traversée des États-Unis? Mais je peux peut-être le montrer. Là. Je ne sais pas si je suis bien cadré, mais dans le désert, pour éviter les ampoules, j'ai fait ça. Fait que je frottais les pieds dans le gravier. Ouais, là, je peux leur bouger. Bon, peu importe, je pense qu'on comprend. Ouais. Et
Et c'était pour épaissir la peau, tu sais, pour éviter les ampoules quand j'allais être dans le désert du Sahara, quand je courais dans le sable. Fait que, tu sais, il y a une notion de, what do I need to do to win? Comme Ouais. on le sait que ça s'en vient, ça. C'est quoi ta stratégie pour préparer ton coup? Comme t'es mieux d'en avoir une. Tu peux pas espérer que ça tienne, là. OK? Puis si ça tient, tant mieux, mais j'ai pas le goût de faire ce gamble-là. Fait que faut agir sur la menace. Ensuite de ça, ben là, je fais des exercices de renforcement du cou. Ça a l'air niaiseux, mais ça aide énormément. Et puis c'est la constance aussi. Tu peux pas faire des séries de 15 avec 50 livres, là. Je fais juste travailler avec des élastiques, puis je suis raqué pendant 2 jours, là. C'est pas des gros muscles ni des muscles forts. C'est des muscles stabilisateurs, c'est pas des muscles de torque. Fait que, tu sais, faut que ça soit... faut que tu y fasses attention, là. Tu peux pas mettre beaucoup de charge. Fait que c'est comme ça qu'on se prépare. Puis au cas où ça lâche, il faut avoir les systèmes aussi pour tenir le casque, tu sais, il y en a qui se tapent, il y en a qui mettent les bâtons, tu sais, fait que faut pas que si mon cou il lâche, ben on se dise qu'est-ce qu'on fait. Faut que si mon cou il lâche, on se dise ben on avait prévu ce système-là, puis on l'attache sur scène, puis continue de pédaler. Ouais. Seb, je vois des commentaires, ça s'active. C'est quoi ta plus grande peur par rapport au RAM ou on va dire appréhension? T'en as-tu une? Oui. Ben, c'est pas une. Tu sais, je veux que ça soit sécuritaire et qu'on ramène tout le monde à la maison dans un morceau. Tu sais, t'as des gens sur le bord de l'autoroute qui attendent pour me donner un Gatorade, là. Fait que, tu sais, comme, c'est plus... Tu sais, moi, je veux vivre une expérience super enrichissante, là. Fait que ça, la sécurité, c'est quelque chose de vraiment important pour moi. OK. On va s'assurer, je vais m'assurer, Seb, comme chef d'équipe, que c'est important et les consignes de sécurité sont respectées. Une autre personne, puis j'ai pas son nom, après les Ironman, l'incroyable ascension de l'Everest, la traversée infernale du four que tu as vécu en Colombie-Britannique l'année passée, maintenant la course folle des États-Unis, quel élément dans ces enchaînements d'exploits te motive encore à accepter autant de souffrance? Et même si tu es encore, on va dire, assez jeune, est-ce que tes préparations pour ce genre d'exploit hors normes doivent être encore plus accurate? Un vieux, et là, c'est un vieux sportif de 58 ans qui est... C'est une super bonne question, merci pour... puis il y a des petites... il y a un petit peu d'humour caché un peu partout dans la question. Merci beaucoup d'être là. Je me souviens pas avoir parlé de souffrance. Ça fait 35 minutes qu'on parle, là. Fait que moi aussi, je vais mettre un peu d'humour dans ma question. J'adore ça, ces choses-là. Ça me rend heureux, ça me remplit. J'ai hâte à la traverser. Fait que ça, je le fais vraiment par intérêt. C'est sûr qu'il y a des bouts difficiles. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce que j'apprends dans tout ça. Je ne suis pas un adrenaline junkie. Moi, ce que je cherche, c'est d'accumuler des expériences de vie enrichissantes, me développer comme personne, puis il y a plein de façons de mesurer comment on se développe. Puis c'est créer des souvenirs inoubliables avec des gens que j'aime. Puis ça c'est ce qu'on va vivre cet été, ce qu'on vit déjà en équipe. Ça nous soude tellement. C'est ça que je cherche. Je ne suis pas un athlète ici là, qui a gagné. Tu sais, je suis pas aux Olympiques en ce moment. Je ne suis pas à Beijing. Là, OK? C'est chez nous, ça, ce décor-là. Fait que tu sais, j'ai pas tant un message de médaille d'or, mais plus d'apprentissage constant, de toujours chercher des nouvelles habiletés, des nouveaux acquis. Puis je pense qu'une des super grosses leçons de ce parcours-là, c'est cette idée-là que nos croyances prennent de l'expansion. Ça, là, c'est tellement riche, je tripe tellement là-dedans, parce que ce que je fais aujourd'hui, jamais j'aurais cru que c'était possible. C'est ça qui se passe quand tu as tout le temps des petits défis, juste une petite affaire plus gros que le dernier. C'est que vu que c'est juste une petite affaire plus gros que le dernier, c'est pas un stretch, puis c'est comme « Ah, ça se peut. Je l'ai jamais fait, mais ça se peut. » Mais quand tu fais ça tout le temps, là, maintenant, tu te réveilles 20 ans plus tard, puis tu regardes en arrière, puis tu te dis « Wow, jamais je pensais que ça serait possible. » Fait que tu développes cette croyance-là que tu peux faire des grosses choses. C'est ça qui est vraiment excitant dans tout ça.
je vais faire du pouce ce que tu dis, Seb. Je l'ai vécu avec Seb, moi, dans l'été 2020. On a fait ensemble, Sébastien, toutes les courses de triathlon, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais Seb, il fait des triathlons en plus de ça, des Ironman. Puis tout a été cancellé, tout a fermé pendant la pandémie. Puis Seb était à la recherche d'un nouveau défi. Puis son nouveau défi, il s'est dit, ça va être un Everesting en vélo. Un Everesting, c'est monter l'élévation du mont Everest, donc 8848 mètres, dans une journée. C'est un défi d'à peu près 16 heures. Puis Seb m'a offert, Gab, si ça te tente, ça me prendrait un partner. Fait que, au départ, là, on allait, les premières sessions, on a commencé, on a fait quoi, 3 mois d'entraînement, mais les premières, c'était 1 heure. On allait à la côte, on faisait 1 heure, puis éventuellement, on montait le volume, puis jusqu'à nos dernières, ça a été presque 10 heures qu'on a fait, donc un petit peu plus que la moitié. Je pense qu'on avait fait des journées la plus longue, 5000 à peu près, ça. Ouais, je pense que oui. Fait que ça rejoint vraiment ce que tu dis, puis je l'ai vécu, puis c'est vrai que tes croyances changent et évoluent à force que tu fais un pas à la fois, tu sais, ce que tu dis, puis moi, je trouve que c'est de la musique à mes oreilles. T'aurais-tu des choses, Seb, à rajouter par rapport au RAM? Au RAM, on est en train de bâtir ça. Moi, je suis déjà super fier de ce qu'on a. L'engagement de l'équipe m'impressionne. Moi, je sens un sentiment de responsabilité aussi. Ça me motive beaucoup, tu sais, dans mes motivations. Moi, je veux que l'équipe, là, ils découvre quelque chose, qu'il y ait une porte qui s'ouvre pour eux, tu sais, puis qu'ils vivent des choses qu'ils n'ont jamais vécues, puis que ça leur donne le goût d'en vivre plus, des affaires comme ça, des choses difficiles. Fait que, on part dans 4 mois. Je pense que l'avant va être le fun, le pendant va être exigeant puis trippant. Puis j'ai hâte qu'on revienne aussi puis qu'on continue de décortiquer tout ce qu'on va avoir appris. Oui, puis en guise de conclusion, j'aimerais ça terminer avec ça, Seb. À travers tous les défis que tu as vécus, tu m'en as souvent parlé, tu as vécu beaucoup de, on va le mettre entre parenthèses, des noirceurs, des moments plus difficiles. On peut penser à, peu importe, tu sais, tu as traversé, je peux imaginer, tu as traversé les plaines, l'Alberta, dans du gros vent, puis tu avançais à 18 km/h. Je ne peux même pas imaginer ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là, où tu voyais en plus le record que tu voulais battre, puis c'était important pour toi, ce record-là. Tu voyais que tranquillement, il s'échappait parce qu'à chaque kilomètre que tu faisais avec le vent qui était tellement fort, tu as vécu des noirceurs comme ça. Je pense qu'actuellement, avec le contexte, dans toutes les sphères de la vie, autant la vie personnelle, dans notre travail, il y a des gens qui vivent des noirceurs aussi. Quel conseil tu dirais à ces gens-là par rapport à ton expérience, ce que tu as vécu dans tous ces défis difficiles-là? Ces noirceurs-là, ils passent toujours. Ça, c'est un autre bel acquis. Puis c'est pas une citation, le fun que je garoche comme ça. C'est quelque chose que j'ai vécu. Les noirceurs, ils passent toujours. Puis ça revient aussi un peu à nos croyances, à ce qu'on développe. Moi, j'ai développé cette croyance-là que les noirceurs passent toujours en volontairement choisissant des situations difficiles et en restant dedans jusqu'à temps que ça fonctionne. Parce que si tu sors de la situation où si tu n'as aucune difficulté, tu ne vas pas développer la croyance que les noirceurs passent toujours. Donc, c'est de choisir des choses difficiles pour ce qu'on va apprendre et non pour la médaille. Et quand ça devient difficile, rester là, trouver une façon d'y arriver. Puis là, la croyance que les noirceurs passent toujours se développe. Donc, la prochaine fois qu'il y a une noirceur, c'est beaucoup plus facile de la traverser. C'est beau ce que tu dis, Seb. C'est un peu, pour moi, j'ai une expression anglophone qui me vient, là, mais c'est d'embrasser l'adversité, embrace
embrace the suck qu'on disait, là, Mhm. c'est de voir qu'est-ce qu'il y a de beau qu'on peut faire avec ça. Hein? Des jours, notre meilleur, c'est 100%, mais il y a des jours, notre meilleur, c'est 60%. Mais c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire de beau avec ce 60%-là. Puis ça arrive à tous les membres d'une équipe. Il y a des jours que on se lève puis ça va pas bien. Puis fait que ouais, c'est. Puis Seb, peut-être une dernière question. Sébastien, dans 3 ans, il se voit où? Je veux prendre, après le RAM, là, je pense que ça fait plus que 10 ans. J'ai toujours un projet, un plan d'entraînement, puis tu te réveilles, puis tu sais, ça dit fais ça. Fait que dans 3 ans, ben, je continue à adorer le travail que je fais, à donner des conférences, puis à aider des organisations, à faire des premiers pas, à avoir des gros objectifs. Et puis, je veux comme ralentir, ça fait drôle de dire ça, mais ralentir un petit peu. Et puis, de ne pas avoir cette structure-là à l'entraînement pendant quelques années. Fait que tu veux peut-être faire un Tom Brady de toi-même. C'est ça. C'est ce que j'entends. Parce que pour ceux qui, d'après moi, tout le monde connaît Tom Brady, mais la raison pourquoi Tom Brady se retire, c'est pas parce qu'il n'est plus à son meilleur. Tom Brady, il a encore fini premier dans les carrières, c'est qu'il a dit pour être le meilleur, je dois y investir du temps, des efforts, de l'attention. Puis Tom Brady il dit je ne suis plus prêt à faire ce choix-là. Donc, dans le fond, il choisit une autre priorité qui est devenue sa famille. Fait que ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que peut-être que tu vas avoir d'autres choses dans ta vie. Puis, ouais. Tu l'as beaucoup mieux dit que moi, ça, c'est exactement ça. Je fais la comparaison avec Tom Brady. Là. Merci Seb. Bravo pour cette entrevue exceptionnelle. Très motivant, ce Sébastien. Puis je vous invite d'ailleurs à aller le suivre. Vous voyez en dessous du petit logo Ubu, là, il y a le Seb Inspire. Donc, c'est la page de Sébastien Sasseville professionnel. Sébastien, si les gens veulent, s'il y a des gens en entreprise qui aimeraient t'avoir comme conférencier ou pour avoir un atelier ou quelque chose, comment ils te contactent? Le site web ou mon courriel, sebinspire.com, c'est super simple. Mettez mon nom dans le Google Machine, je suis jamais dur à trouver. Superbe. Puis, allez suivre, c'est ça, la page Facebook de Seb. On va justement publier tous les membres de l'équipe là, pour le RAM. Fait que vous allez apprendre à connaître tout le monde dans l'équipe qui font partie de cette belle équipe-là. Fait que, encore merci une fois, Seb, pour l'entrevue. Je te dis un merci, gratitude pour être là. Puis, salut à tout le monde. Bon jeudi. Puis moi aussi, je te remercie. Puis merci pour Il faut vraiment que les gens comprennent l'ampleur du rôle de leadership que tu joues dans ce projet-là, là, dans le RAM. J'ai non seulement de la gratitude, mais je suis impressionné. Fait que merci pour ce que tu fais. Merci Seb. Salut tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. On va vous faire un petit live spontané. On est la semaine prochaine, Daniel et moi, on est dans une formation. Je ne vous dis pas quelle sorte de formation, mais ça va être une formation, disons, qui va nous sortir de notre zone. Puis, s'il y a des leaders d'équipe qui veulent renouveler quand ça va réouvrir, tout ça, ils veulent faire une activité qui va sortir les gens de leur zone, puis tout ça, on est à renouveler notre coffre à outils d'activité. Donc, restez à l'affût. On va vous donner plus de détails par rapport à ça la semaine prochaine. Désolé s'il y en a qui entendent, j'ai le déneigeur qui est là. Mais salut tout le monde, je vous dis bon week-end, profitez-en. Bye bye.